Bonsoir, heureuse d'être avec vous ce soir pour ce journal. Merci à vous d'être avec nous sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. L'Assemblée nationale élit son bureau. Boïdjel Ould Homeid, président du parti, Luyam, premier vice-président sur proposition de l'Union pour la République. Vers l'exigence de la qualité des produits vendus sur nos marchés, mise en garde du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme pour respecter les normes de qualité prévues par la loi. La visite de Florence Parly, ministre français des Armées au Tchad, consacrée en grande partie à la lutte contre le terrorisme au Sahel et l'opéralisation du G5 Sahel. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale vient de tenir une plénière consacrée à l'élection de son bureau. Il s'agit en plus du président de la Chambre, de 5 vice-présidents, de 5 secrétaires, d'un questeur et d'un rapporteur du budget de l'État. Les présidents et membres des commissions permanentes seront élus à leur tour le 17 octobre prochain au cours d'une plénière. Compte rendu signé Sid Ahmed Bedidasso. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une plénière consacrée à l'élection de son bureau après celle de son président lundi dernier. Cette plénière s'est déroulée sous la présidence du député de Zouarat, Cheikh Ould Baya, président de l'Assemblée nationale. La composition du bureau se présente comme suit: président Cheikh Ould Baya de l'UPR, premier vice-président Boïdjel Ould Homeid, président du parti Luyam qui a été présenté par l'UPR, deuxième vice-président Cheikhani Ould Boiba du parti Tawassoul, troisième vice-président Mohamed Oulerzezine pour la majorité présidentielle, quatrième vice-président Mariam Ba de l'UPR, cinquième vice-président Hamadi Ould Tibari de l'UPR, le questeur Mohamed Yahya Ould Talib Ahmed de l'UPR. L'Assemblée a également élu ses 5 secrétaires et le rapporteur général du budget de l'État. Ce dernier poste est revenu à l'opposition. Il est occupé par Nan Mencheikh Mohamed Aghlaf du RFD. Ce renouvellement des instances de l'Assemblée nationale s'est déroulé dans un climat apaisé et dans une ambiance bon enfant. On vient effectivement de nous réunir afin donc de nous prononcer par rapport aux propositions des membres du bureau de notre auguste Assemblée. Et je puis vous assurer que les propositions qui ont été avancées ont été acceptées par tout le monde et que nous évoluons naturellement vers un travail législatif de nature à répondre aux aspirations du peuple mauritanien. La nouvelle Assemblée se distingue par son caractère inclusif. Tout le spectre politique y est représenté à la satisfaction générale des élus de la nation. Beaucoup de choses se sont passées depuis avant-hier. Le président a été élu. Les structures qui vont suivre donc le bureau, les concertations sont en cours pour les mettre en tenant compte de l'ensemble des équilibres qui existent au sein du Parlement et dans le cadre aussi de l'application du règlement intérieur du Parlement. Donc tout se passe très bien dans un esprit démocratique et je pense que la nouvelle législature qui pour la première fois comprend toutes les forces politiques du pays va faire un travail qui va dans le sens de la consolidation de la démocratie. Et dans cette œuvre de consolidation de la démocratie, je pense que la nouvelle législature jouera un rôle important et dynamisant. Reste maintenant à élire les présidents et membres des commissions permanentes. Les députés ont fixé la date du 17 octobre prochain pour cette élection. Le parti Luyam décide de se repositionner sur la scène politique. Le bureau exécutif de cette formation politique a chargé son président d'approcher l'Union pour la République afin de consacrer son repositionnement politique. Le parti de Boïdjel Ould Homeid appartenait jusqu'ici à l'opposition pacifiste et dialoguiste. Nous l'écoutons. نقول عن انتخابك نائب أول رئيس الجمعية الوطنية هذه قرار من الأغلبية. Mon élection comme premier vice-président de l'Assemblée nationale est une décision de la majorité. Le parti UAM n'a pas de majorité. Mais, comme ils l'ont fait, c'est qu'il y a une confiance en ma personne. Comme vous le savez, le premier vice-président doit être du parti majoritaire ou de la majorité. Cette confiance en moi amènera le parti UAM à prendre une décision en ce qui concerne sa position en congrès qui aura lieu le samedi prochain.
Les travaux de l'atelier national de concertation organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, pour l'élaboration du 6e rapport de la Mauritanie sur la biodiversité ont démarré à Nouakchott. Cet atelier a pour objet de faire connaître les potentialités nationales dans le domaine de la biodiversité et de s'informer sur les étapes franchies par la Mauritanie en matière de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies dans ce domaine. Le représentant résident adjoint du PNUD en Mauritanie a indiqué que les conventions des Nations Unies pour la biodiversité est un traité juridiquement contraignant et à caractère scientifique qui fixe les 3 objectifs relatifs à la conservation de la diversité biologique, à l'utilisation durable de la diversité biologique et au partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Je vous le disais en titre également, le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme vient de mettre en garde les opérateurs économiques impliqués dans les activités commerciales, les propriétaires, les gérants d'infrastructures touristiques, de la nécessité de respecter les normes de qualité prévues par la loi. Dans la ligne de mire des autorités, les produits périmés ou avariés, le plus souvent sans date de péremption. C'est Récidibé, reportage. Nos marchés sont bien achalandés. Les produits, ils en existent en grande quantité et en qualité venant de tous les coins du monde. Mais seulement, leur qualité n'est pas toujours assurée. Même lorsque nous disposons des moyens pas sûrs de s'offrir des produits de qualité supérieure. À cela s'ajoutent les conditions de conservation ou de conditionnement qui sont peu respectueuses des règles en la matière. L'autre inquiétude, c'est l'absence d'étiquetage des produits. Les dates de péremption n'existent pas. Et si elles existent, elles sont parfois douteuses. Il faut en finir avec se laisser aller sur de problèmes de santé publique. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme vient de rendre public un communiqué pour mettre fin à cette pagaille. Le communiqué exige des opérateurs économiques exerçant dans le domaine du commerce, de distribution des produits alimentaires sur le marché, des prestataires de services dans le domaine du tourisme, notamment les propriétaires ou gérants d'établissements hôteliers, d'hébergement, de restaurants, de boulangeries et d'épiceries, le respect des exigences de qualité et de salubrité des produits. Les contrevenants s'exposent à des sanctions de saisie, de fermeture de locaux conformément aux dispositions des textes en vigueur. Dans les marchés de Nouakchott, nous constatons que certains commerçants ne sont même pas au courant du communiqué. Ce boutiquier par exemple n'a pas connaissance de la mesure, mais il se dit serein parce que respecter des règles en la matière. Nous ne craignons rien, notre marchandise est de bonne qualité, car nous tenons avant de la commander de vérifier sa date de péremption et la date de sa mise en emballage. Le président de l'Association mauritanienne de protection des consommateurs explique ici les objectifs de la mesure. Nous ne sommes pas concernés par ces démarches. Nous sommes plutôt concernés par la sensibilisation pour que nous n'arrivions pas là où les autorités veulent en venir, c'est-à-dire la vente des produits prohibés ou périmés. La protection des citoyens, le droit à une vie décente et à la santé, c'est ce à quoi s'attelle l'État. La sécurité n'est pas seulement militaire, elle concerne aussi le contrôle des médicaments et des produits vendus sur le marché. Sur ce, place à l'actualité éco présentée par Salwa Sharif. Bonsoir Ndeye, bonsoir mesdames et messieurs. Le 2e forum économique et d'affaires Turquie-Afrique a débuté aujourd'hui à Istanbul. Cette réunion se situe dans le cadre d'une coopération entre le ministère turc du Commerce et l'Union africaine. Près d'1 millier d'hommes d'affaires, des dirigeants et plus de 30 ministres de 49 pays du continent africain ont fait le déplacement à Istanbul pour ce rendez-vous. Près de 2000 entrepreneurs turcs participent également à cet événement. Il s'agit donc lors de cet événement d'évaluer les opportunités d'affaires ainsi que les possibilités de partenariat d'affaires entre la Turquie et l'Afrique. L'industrie manufacturière, la construction, l'énergie et le tourisme, autant de domaines dans lesquels ces opportunités pourront se concrétiser. La Turquie souhaite multiplier par 5 en 5 ans le volume de ses échanges avec le continent pour les faire passer à 100 milliards de dollars à l'horizon 2023. Depuis le début de la politique d'ouverture à l'Afrique lancée en 2003 par la Turquie, le volume des échanges commerciaux avec notre continent a quadruplé, atteignant aujourd'hui plus de 20 milliards de dollars. Total Mauritanie a lancé hier la 2e édition du Challenge Start-Upper de l'année. Le challenge récompensera
de jeunes entrepreneurs locaux ayant un projet ou une entreprise créée depuis moins de 2 ans. Et ce, peu importe le secteur d'activité. Les projets soumis entre le 9 octobre et le 13 novembre seront évalués suivant 3 critères. Il s'agit d'abord de leur caractère innovant, ensuite leur impact social et sociétal, et enfin leur faisabilité et potentiel de développement. 15 finalistes seront sélectionnés au final. Une seconde sélection déterminera les 3 lauréats de la seconde édition. En Mauritanie, chaque gagnant remportera le label Start-Upper de l'année par Total, bénéficiera d'une aide financière comprise entre 200 000 et 500 000 nouveaux ouguias et d'un accompagnement professionnel. Ainsi donc, au-delà de l'argent, Total mettra à disposition son carnet d'adresses et ses compétences managériales pour accompagner les lauréats. 60 pays participent à cette compétition. Après la désignation des lauréats de chaque pays, un grand jury sélectionnera les 3 grands gagnants pour le continent. Autrement dit, les projets des 3 lauréats des 40 pays africains participants seront confrontés pour en sortir les 3 meilleurs. Les ministres de la zone franc se sont retrouvés lundi dernier à Paris autour de Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances, pour plancher sur les enjeux de leur espace monétaire. Les gouverneurs et les présidents des commissions de la CEMAC et de l'UEMOA étaient également présents. Sujet abordé, les perspectives macroéconomiques, les risques et les opportunités de la zone franc, les recommandations et les enjeux ainsi que le suivi de la mise en œuvre des réformes sur la mobilisation des ressources intérieures. Il s'agissait de trouver des réponses de politique publique et de dresser des recommandations. Il est à noter que cette rencontre se tient dans la perspective des assemblées d'automne du FMI et de la Banque mondiale prévues à Bali du 12 au 14 octobre de cette année. Et nous terminons avec cette information. La 2e édition du Women in Africa s'est tenue à Marrakech, forum d'excellence. Ce forum est une plateforme internationale de développement économique et d'accompagnement des femmes africaines leaders et à haut potentiel, et réunissait des femmes porteuses de projets, d'idées, d'ambition pour elles, pour leur pays et pour l'Afrique au féminin. 400 personnes venues de partout, d'Afrique évidemment, mais aussi d'Asie et d'Europe. Aude de Thuin, la femme d'affaires française, est à l'origine de la plateforme. Elle a créé le Women Forum après avoir souhaité se rendre au Forum économique de Davos, pour l'anecdote. Elle n'a jamais eu de réponse à sa candidature. Elle a compris que c'était parce qu'elle était une femme et qu'elle avait une petite entreprise de 45 salariés. Cela l'a mise en colère, mais elle a décidé de faire de cette colère quelque chose de constructif. Elle a donc créé, pour elle et pour toutes les participantes, entrepreneuriat au féminin pourra changer le destin du monde. Voilà, ce sera tout pour l'actualité économique d'aujourd'hui. Retour à Ndeye. Merci Salwa. Dans la suite de l'actualité, un bâtiment des gardes-côtes marocains a tenté d'intercepter au large de Gibraltar une embarcation qui transportait une 60aine de migrants. L'un d'eux a été blessé. C'est le 2e incident du même ordre en l'espace de 2 semaines. La marine royale marocaine a ouvert le feu sur une embarcation transportant des migrants marocains lors d'une opération d'interception au large de l'Arrache. L'embarcation a un moteur qui transportait 58 migrants, des femmes et des hommes de tout âge dissimulés sous une bâche, a effectué une manœuvre hostile, ce qui a poussé le bateau des gardes-côtes à tirer sur ordre de son commandant, selon une source militaire sous couvert de l'anonymat. Florence Parly, ministre français des Armées, était en visite au Tchad lundi et mardi. Une visite consacrée en grande partie à la lutte contre le terrorisme au Sahel et la paralysation du G5 Sahel, la coalition des 5 pays de la région qui font face au terrorisme avec l'appui de Paris. Au Sahel, c'est bientôt la fin de la saison des pluies. Avec l'assèchement des terres, les terroristes pourraient retrouver de la mobilité et mener des actes contre les populations et les forces de sécurité. L'affaire du journaliste saoudien Donald Trump s'est entretenue avec les dirigeants saoudiens afin de réclamer des explications sur la disparition inquiétante du journaliste Jamal Khashoggi. Depuis la Maison-Blanche, le président américain a déclaré devant des journalistes qu'il avait parlé plus d'une fois avec le pouvoir saoudien depuis la disparition du journaliste.
à la suite de son arrivée au consulat saoudien d'Istanbul. Dans le cadre de cette disparition inquiétante, la Turquie accuse les autorités saoudiennes d'avoir enlevé ou assassiné Jamal Khashoggi. Riyad a formellement démenti ces accusations. Les médias turcs, quant à eux, ont révélé ce mercredi des éléments venant appuyer la thèse de la disparition forcée ou l'assassinat du journaliste saoudien à Istanbul par des agents de son pays. Une zone tampon prévue dans la province d'Idlib en Syrie a été vidée des armes lourdes des groupes rebelles et djihadistes, a indiqué la Turquie mercredi, mais le plus dur reste à faire avec le retrait avant lundi des djihadistes. Le 17 septembre, la Turquie soutient les rebelles et la Russie, alliés du président Bachar al-Assad, ont conclu un accord pour éviter un assaut du régime syrien contre Idlib, dernier grand bastion insurgé et djihadiste en Syrie. L'organisation djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, dominée par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, contrôle 60% de cette province du nord-ouest frontalière de la Turquie. Des groupes rebelles y sont également présents, de même que des soldats turcs. Le régime a repris il y a des mois de nombreux villages de la province. Voilà, c'est cette actualité internationale que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres comme chaque soir. L'Assemblée nationale élit son nouveau bureau. Boydel ou le Homeid, président du parti Eluiam, premier vice-président sur proposition de l'Union pour la République. Vers l'exigence de la qualité des produits vendus sur un marché, mise en garde du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme pour respecter les normes de qualité prévues par la loi. Et enfin, la visite de Florence Parly, ministre français des Armées, au Tchad, consacrée en grande partie à la lutte contre le terrorisme au Sahel et l'opéralisation du G5 Sahel. Merci à tous et bonsoir.